Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la 8e conférence du séminaire 20 ans de LSH à l'ENS de Lyon, organisée en l'honneur de la création de l'École normale supérieure LSH il y a 20 ans. Merci de votre fidélité à ces conférences et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc au programme aujourd'hui, du livre à la donnée, avec la participation de 3 invités que je vais présenter brièvement. Donc juste à ma droite, Isabelle Boutou, qui est responsable du service ENS Édition. Isabelle a été éditrice pendant 15 ans à ENS Édition, avant de prendre la direction du service en 2018. Au centre, Clément Pierre, qui est directeur de la bibliothèque Diderot de Lyon. C'est un ancien élève de l'école des Chartes et conservateur en chef des bibliothèques. Donc Clément est dans la bibliothèque patrimoniale et de recherche depuis 15 ans. Il a commencé sa carrière au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France en 2006, avant de prendre la direction de la bibliothèque de la Cour de cassation en 2011, puis celle de la bibliothèque de l'École française de Rome en 2015. Et depuis le 1er septembre 2020, un peu moins d'une année, il dirige la bibliothèque Diderot de Lyon. Et donc Gabrielle Richard, qui est conservatrice des bibliothèques et qui est directrice de Percé, l'unité d'appui à la recherche de l'ENS de Lyon et du CNRS, qui est dédiée à la valorisation numérique du patrimoine scientifique. Et donc Gabrielle est directrice depuis mars 2020. Elle a auparavant été responsable des collections, puis directrice adjointe de la BDL. Donc je souhaiterais qu'on commence par une brève présentation, si vous voulez bien, de vos structures. Isabelle, peux-tu nous présenter ENS Édition, s'il te plaît? Oui, alors ENS Édition a pour vocation de publier des ouvrages de chercheurs français ou étrangers qui relèvent des domaines de recherche fondamentaux de l'ENS, essentiellement dans les disciplines SHS, avec pour ambition de construire une politique originale d'édition d'une structure publique. Les ouvrages édités font état de l'actualité de la recherche en SHS et sont destinés à faire autorité dans leur domaine au sein de collections bien identifiées et de revues. Le catalogue compte aujourd'hui près de 2000 titres et s'enrichit chaque année d'une 50aine d'ouvrages, de nouveautés par an. Donc 20-25 ouvrages et 25 numéros de revues. Et tous les revues et ouvrages sont diffusés sur les plateformes d'édition numérique comme Open Edition Journal, Cairn et Percé également. Clément, quelques mots sur la bibliothèque? Oui, la bibliothèque Diderot de Lyon est un établissement, une bibliothèque interétablissement qui relève des universités de Lyon 2, Lyon 3 et de l'ENS de Lyon. Elle est rattachée à l'ENS de Lyon. C'est une bibliothèque d'études et de recherche pluridisciplinaire en lettres, sciences humaines et sociales, en éducation, mais aussi en sciences, sur 2 sites, sur les 2 sites de l'ENS de Lyon, sur le site Monod et sur le site Descartes. Elle propose à ses lecteurs une collection physique d'1 200 000 documents, auxquels on peut rajouter des documents encore plus nombreux sous format numérique. Elle est issue de la fusion de nombreuses bibliothèques, des ENS Saint-Cloud et Fontenay, ENS Sciences, bibliothèque interuniversitaire de LSH de Lyon et bibliothèque de l'INRP. Et à ce titre, elle dispose de 2 fonds patrimoniaux uniques en France, tout à fait exceptionnels, une collection de fonds slaves et une collection en éducation avec la plus grande collection de manuels scolaires en France. C'est à la fois une bibliothèque d'école et une bibliothèque interuniversitaire. Merci beaucoup Clément. Et puis Gabrielle, vous présentez Percé. Donc Percé est une unité qui prend en charge depuis 2003 un programme qui bénéficie du soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et qui est dédié à la numérisation du patrimoine scientifique, c'est-à-dire d'abord dans une première période de Percé des revues académiques en sciences humaines et sociales et puis depuis quelques années des publications scientifiques dans l'ensemble du spectre disciplinaire. Percé a un petit peu diversifié ses activités de numérisation les dernières années en
en offrant un nouveau service à la communauté de recherche par la constitution de corpus numériques en lien avec des équipes de recherche, donc inscrits dans un programme ou dans un projet de recherche, et qui sont diffusés de façon autonome à travers ce que nous appelons des PERSEID, qui sont des sites web dédiés avec des fonctionnalités d'exploration du corpus un peu différentes. PERSE participe largement, je dirais de façon centrale, au groupement d'intérêt scientifique Colex PERSE, qui est un groupement scientifique qui met en lien des bibliothèques de recherche avec un certain nombre d'opérateurs nationaux pour précisément promouvoir la numérisation enrichie au sein des bibliothèques. Très bien. Donc nous allons passer dans le vif du sujet un petit peu dans le cadre du titre que vous avez choisi. Donc je vous ai invité, mais c'est vous qui avez choisi le titre de manière collective. Donc le titre c'est « Du livre à la donnée ». Donc Isabelle, comment vois-tu le titre? Comment tu l'explicites? Oui, alors avant d'expliciter un peu plus précisément le titre, il me semblait important, pour démarrer la discussion, de rappeler ce qu'est le travail d'édition et de l'éditeur dans un contexte de circulation fortement accélérée de la communication scientifique telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que plus grande devient l'autonomie de publication scientifique, plus forte, il me semble, et la nécessité de rappeler la nature et les fonctions de l'activité éditoriale. C'est-à-dire que le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur produit, on le sait, énormément de données, de textes. C'est là même une de ses vocations premières qui peut prendre des formes très diverses, des articles, des revues, des livres, des carnets de recherche, des épijournaux, des rapports, des expertises, des blogs, etc., des bases de données, et qui montrent aussi de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de faire de la recherche. Or, il me semble intéressant de poser et d'interroger le lien que toutes ces formes de publication de la science, au sens le premier de rendre public, peuvent avoir avec le domaine de l'édition scientifique. Sachant que le travail d'édition n'est pas l'exposition pure et simple de résultats, ni de données. Rien n'est finalement plus facile aujourd'hui de produire un objet qui ressemble à un livre. Et le passage d'un simple texte de recherche au statut de publication scientifique implique en effet tout un éventail d'opérations éditoriales et techniques, de savoir-faire, qui vont de la sélection éditoriale, de la certification scientifique, la contractualisation, l'établissement du contenu et la mise en forme intellectuelle des textes et des images, la mise en forme aussi matérielle, avec la construction, la structuration de fichiers numériques, la fabrication bien sûr, l'insertion des métadonnées, la promotion, la diffusion, c'est-à-dire la capacité de faire connaître et de rendre accessible auprès d'une large communauté les œuvres, sans oublier évidemment la vie du fond, sa conservation, la réutilisation des fichiers dans la durée, la nécessité d'assurer aussi un archivage pérenne. Et ces fonctions finalement qui décrivent les activités traditionnelles d'un éditeur dans le contexte du livre imprimé vont connaître, et connaissent aussi déjà aujourd'hui, dans un contexte de forte mutation des systèmes de production et de diffusion, tout un jeu de reconfiguration, de questionnement qui sont d'ordre à la fois organisationnel, technique, économique, juridique aussi, en lien avec les différents acteurs de l'écosystème. Et notamment, et c'est un des points d'attention choisis aujourd'hui, parce que je pense qu'il nous relie ici tous les trois, c'est l'apparition notamment dans les domaines de l'enseignement supérieur de standards, de balisage de données, de formalisme numérique, depuis ces 20 dernières années, qui vont révolutionner la manière de concevoir un livre papier et numérique, avec la production notamment de formes de diffusion complémentaires, papier et numérique, en flux HTML, avec des PDF, des EPUB, etc. Et aussi la possibilité d'enrichir les contenus grâce à des métadonnées finement décrites, interopérables, qui circulent, qui s'articulent les unes aux autres dans une recherche justement de complémentarité et de continuité avec les autres acteurs de la chaîne, c'est-à-dire les chercheurs, les acteurs de la bibliothèque, les acteurs des humanités numériques, les plateformes de diffusion, les libraires aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut définir ce que sont les humanités numériques pour les personnes qui sont peut-être moins de domaine? Oui, alors je dirais que c'est l'exploration de textes, la mise au point de textes scientifiques avec des enrichissements, une capacité de structuration fine,
l'exploitation, c'est ça, de formalisme numérique pour explorer des textes scientifiques. Bon, mais c'est très rapidement dit. Hein. Non, mais je pense que... Voilà. Clément ? Oui, bibliothèques et données. Envie de dire qu'on peut avoir une lecture polysémique de ce que sont les données en bibliothèque et de la manière dont les bibliothèques s'emparent des données. Pendant longtemps, une définition classique de la bibliothèque de recherche a prévalu. C'est le lieu où l'on pouvait accéder à la connaissance, aux résultats de la recherche, par le truchement de la matérialité du livre, pour guider le lecteur, lui permettre de trouver l'information recherchée. Les bibliothécaires ont adopté des normes, des techniques de description des ouvrages sur fiche papier, dans un premier temps, jusqu'à une époque pas si lointaine, puis à travers des catalogues informatisés. On appelle cela des métadonnées descriptives, des données sur les données, titre, auteur, sujet, et on peut aller toujours plus loin dans la granularité de la description, comme le disait Isabelle à l'instant. D'autre part, les bibliothèques sont partie prenante du cycle de la recherche, donnant accès à des sources et à de la littérature secondaire, à toute l'historiographie sur un sujet donné. Elles favorisent la démarche du chercheur à chacune des étapes de son travail, dont le fruit vient à son tour enrichir le contenu de la bibliothèque. Les données de la recherche, produites par la recherche, sont ainsi partie intégrante de l'offre documentaire des bibliothèques. Dans une démarche cumulative, elle propose une stratigraphie des différents états de la recherche. La diffusion de ces données, la diffusion des résultats de la recherche a considérablement évolué depuis une trentaine d'années, déplaçant le curseur de la matérialité du support de l'information à la question de l'accès à l'information. Enfin, le paradigme des bibliothèques de recherche a changé. On est passé d'une logique stricte de collection, à savoir une accumulation de collections mises à disposition des lecteurs, à une logique de service, étant entendu que les collections sont un service comme un autre. Et la question des données, dans ce contexte-là, devient absolument essentielle. Gabriel, pour Percé ? Oui. Du livre à la donnée, on pourrait dire que c'est quasiment le programme de Percé. J'ai l'impression que c'est quasiment le programme de chacun d'entre nous. Donc je le disais tout à l'heure, l'activité historique de Percé, c'est de numériser des revues au format papier, qu'au passage nous massicotons et détruisons d'ailleurs, puisque nous pratiquons ce qu'on appelle une numérisation destructive, pour des raisons de coût et de qualité, pour la transformer en contenu numérique qui sont ensuite diffusés, notamment sur le portail de Percé. Donc on passe déjà du livre à sa diffusion dans un format numérique qui n'est pas un format exclusivement image, mais qui est un format déjà enrichi et structuré. C'est le propre du projet de Percé. Et puis je dirais que cette activité historique, elle prend une autre dimension qui devient pour nous vraiment un axe de développement, qui est d'aller au-delà de la simple diffusion de contenu numérique vers la mise à disposition d'un corpus, qu'on appelle nous un corpus de données, qui soit exploitable, je dirais dans son intégralité, ou évidemment par sous-corpus, mais en tout cas qui puisse être exploré avec les méthodes qui sont celles des humanités numériques dont on parlait tout à l'heure, dans le cadre de recherches qui sont aujourd'hui émergentes. Et je dirais cette transformation des objectifs de Percé, elle a déjà donné lieu à un certain nombre de réalisations. Par exemple, quand Percé a ouvert son Triple Store, Data Percé, qui est une façon d'exposer nos métadonnées en ayant modélisé en quelque sorte les relations qu'elles peuvent avoir entre elles et en permettant leur exposition dans ce qu'on appelle le web de données, c'est-à-dire en les mettant en relation avec d'autres entrepôts de données extérieures. Donc ça, c'était déjà une première réalisation qui allait dans le sens de faire des contenus qui sont fabriqués par Percé un corpus de données interrogeables. C'est aussi le sens dans lequel nous travaillons dans le cadre des Perséides que j'ai mentionné, c'est-à-dire en constituant des corpus pour des chercheurs qui sont vraiment voués à être précisément enrichis et exploités avec ces méthodes des humanités numériques. Mais c'est quelque chose que nous aimerions encore développer à travers des projets diversifiés par rapport à ceux que nous menons déjà et pour lesquels nous sommes d'ailleurs
de plus en plus sollicitées, hein, qui sont de permettre que les contenus de Percé soient exploités dans des outils qui sont d'ailleurs extérieurs aux outils que nous développons, nous, pour la numérisation et l'enrichissement, et qui permettent d'avoir donc cette entrée dans les contenus qui revient à en faire un matériau qu'on va travailler, interroger, et qui fait qu'à mon avis, on est fondé à parler de données, justement, à ce moment-là. Et cette entrée dans les contenus de Percé par ces nouvelles méthodes, pour nous, elle a deux enjeux majeurs, je dirais. C'est d'une part d'augmenter la qualité des données, parce que plus on va les interroger de cette façon-là, plus on va les mettre à l'épreuve, éventuellement les corriger, etc. Et puis c'est aussi d'apporter sur le corpus de Percé un regard scientifique, que peut-être nous n'avons pas encore complètement permis de faire émerger, qui serait de le prendre comme un corpus qui reflète la publication scientifique française du XXe siècle notamment, et même un petit peu avant, et donc de l'interroger avec un certain nombre de questions épistémologiques ou de questions d'histoire des disciplines, voilà, qui me paraissent intéressantes pour aborder la totalité de nos contenus. Voilà. Donc je dirais que du livre à la donnée, c'est cette trajectoire qu'on essaye de suivre, et ça, comment dire, ces deux mots-là, ils signifient pour Percé répondre à la fois à un usage de lecture, et puis à la fois à un usage d'exploitation, je dirais computationnelle en fait, voilà, et de répondre à ces deux usages qui me semblent aujourd'hui largement ancrés dans les pratiques de recherche. Pour rebondir, tu as parlé d'outils extérieurs à Percé qui enrichissent. Tu peux donner quelques exemples? Un exemple pour que l'auditeur... Oui, alors nous avons bâti un projet qui n'est pas encore réalisé, hein, nous attendons le feu vert pour sa mise en œuvre, mais où on travaille sur des revues qui émanent des écoles françaises à l'étranger, donc des publications qui sont portées notamment par l'école française de Rome et l'école française d'Athènes. Et l'objectif est donc de sortir ces contenus de la plateforme de Percé, de les confier à l'INIST, qui a acquis dans le cadre de la plateforme ISTEX, qui traite les contenus numériques qui ont été achetés en licence nationale. L'INIST a développé des compétences d'analyse de corpus, d'enrichissement automatique, etc. Et nous aimerions donc faire passer ces algorithmes sur ces corpus-là, pour simplifier, pour être capable de repérer automatiquement tout ce qui est toponyme, et les repérer en fonction, comment dire, d'un référentiel de toponymes qui décrit déjà tous les sites de fouilles sur lesquels ont travaillé les membres des écoles françaises de Rome et d'Athènes. Et pour nous, l'enjeu, c'est du coup d'avoir d'une part les publications de Percé où tous ces toponymes auront bien été repérés, et c'est plus compliqué que de repérer une chaîne de caractères, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'identifier des objets à travers des pluralités de dénominations, et du coup de pouvoir les mettre en relation avec des données de recherche qui sont des données relatives au chantier de fouilles par exemple, et qui sont hébergées sur les plateformes de l'école française de Rome ou de l'école française d'Athènes. Voilà. Donc c'est ce travail-là où on exporte des corpus, on les fait mouliner en quelque sorte dans des outils extérieurs, on les réinjecte sur notre plateforme. Et ce détour par l'extérieur, c'est pour nous la condition d'être capable de nous inscrire vraiment à chaque fois dans des projets de recherche qui ont une telle spécificité qu'ils demandent des outils particuliers. En fait. Je voulais réagir sur une deuxième intervention de Clément. Tu as évoqué le passage de paradigme de mettre les livres sur les étagères à passer au service des chercheurs. Donc tu peux un petit peu expliciter ce que cela veut dire pour toi? Disons que c'est réinventer un tout petit peu nos pratiques. Disons que pendant extrêmement longtemps, mais je vais partir d'une définition. Définition du bibliothécaire Charles Sustrac du début du XXe siècle, qui disait le bibliothécaire ne doit plus être un savant qui conserverait du coup les collections pour ses propres travaux, c'est le sous-entendu, ne doit plus être un savant, mais un technicien au service de la connaissance. Et c'est exactement ça, c'est partir des besoins des chercheurs plutôt que de sa propre logique de constitution des collections. Le chercheur est autant habilité que le bibliothécaire à construire l'offre documentaire de la bibliothèque.
Ça me semble important, cette notion de co-construction. Et c'est aussi valable pour les questions de transition numérique. Donc justement, on va continuer sur ce point-là, sur la transition numérique. On est passé de fabriquer des livres à les mettre sur des étagères, ou même c'est pas le cœur du métier, et à les numériser. Donc cette mutation très importante dans la vie de tous les jours de transition numérique, comment elle se traduit pour un directeur de bibliothèque et pour tous les utilisateurs de bibliothèque? Alors c'est une lame de fond qui marque l'histoire des bibliothèques, et pas seulement, hein, depuis la fin du XXe siècle. Je me souviens que ma génération a connu l'informatisation des catalogues. Et je me souviens en début de carrière avoir participé à l'informatisation des catalogues de manuscrits et au début de l'implémentation de l'EAD, enfin de la description archivistique encodée, pour structurer en XML les catalogues d'archives et de manuscrits. On est déjà sur les questions d'interopérabilité de données, d'échange de données, etc. Mais surtout, je trouve ce qui marque la plus grande évolution, c'est l'hybridation de l'offre documentaire. Contrairement à ce que certains prophètes pouvaient prédire il y a quelques décennies, le livre, le support papier n'a pas disparu. Loin s'en faut, c'est vrai. En revanche, il suffit de voir les chiffres du dépôt légal. En revanche, la diffusion des résultats de la recherche, tout comme les outils documentaires pour faire de la recherche, des bases bibliographiques par exemple, passe toujours plus par l'usage du numérique. Autrement dit, par des sources extérieures à la bibliothèque. Donc on sort du catalogue des ouvrages papier conservés pour offrir au lecteur, à travers un point unique d'accès, la bibliothèque, des documents d'origine et de support très variés. Du coup, il s'agit de faire converger des métadonnées descriptives pour les papiers, la documentation électronique, aujourd'hui des documents disponibles sur des archives ouvertes, pour que le lecteur trouve facilement l'information dont il a besoin. C'est vraiment cette notion d'accès à l'information qui prime aujourd'hui en bibliothèque. Et enfin, les bibliothèques se mettent à produire elles-mêmes des données en numérisant des ouvrages qu'elles conservent. Mais sur ce point, je laisserai ma collègue Gabrielle en parler plus avant. En d'autres termes, la transition numérique en bibliothèque est un enjeu de données, en fait. Comment relier entre elles des informations de provenance et de nature hétérogène? Et pour ce faire, nous mettons en œuvre, je crois, chacune et chacun d'entre nous, les sacro-saints principes FAIR, à savoir des données faciles à trouver ou à retrouver, des données accessibles, des données interopérables, et j'ai presque envie de dire surtout des données réutilisables. Donc c'est le FAIR, F-A-I-R. Oui, en anglais. Voilà. J'ai même entendu que le EAD c'était aussi en anglais. Juste... Oui, c'est en anglais, oui, tout à fait. Isabelle? Oui, alors pour nous, je dirais que la transition numérique, ou peut-être même j'aurais plutôt envie de dire la convergence numérique, est marquée ces 20 dernières années par la notion essentiellement d'éclatement de la chaîne du livre, c'est-à-dire que le livre, mais comme on vient de le dire, va s'insérer dans un système d'information riche, polymorphe, mouvant, et qui demande à être stabilisé aussi de plus en plus. Et surtout aussi, ce que l'on peut noter, c'est qu'il y a, ce que l'on note d'une part, c'est qu'il y a une demande de plus en plus marquée ces dernières années de la part de la communauté scientifique d'une prise en compte pour leur évaluation de nouvelles formes éditoriales dans le champ des humanités numériques qui intègrent la convergence des techniques de l'édition et des écosystèmes d'information et des systèmes d'information et de gestion de contenu articulés avec par exemple des éditions de corpus, de bases de données, d'outils d'analyse en ligne. Donc ça, c'est un aspect de la question. L'autre dimension que l'on rencontre, nous, j'allais dire plus quotidiennement en tant qu'éditeur, c'est l'introduction généralisée, et ça je le disais déjà tout à l'heure, de techniques
de formalisme numérique, de standards, de normes et de référentiels partagés par la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui vont permettre une stabilité des productions numériques, grâce notamment à l'adoption d'un modèle unique de structuration des données qui est édité autour de la norme XML-TUI. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné notre manière de faire des livres. C'est-à-dire que le livre imprimé, justement, n'est plus la finalité ultime. C'est une expression possible parmi d'autres du contenu mis au point, éditorialisé. C'est-à-dire que le travail éditorial va être le même, qu'il soit à destination d'un ouvrage papier, d'une mise en ligne ou d'une expression autre. En fait, voilà, le contenu va prendre différentes expressions formelles, on va dire. Donc, avec pour conséquence la diffusion en flux des productions sur le web, sous forme d'EPUB, et ça je le disais déjà tout à l'heure, sur des plateformes de revues. Et en fait, je dirais que tout l'enjeu, la richesse et la valeur ajoutée va être dans le potentiel, dans ce potentiel d'un fonds numérique qui sera, donc je vais exactement reprendre les mêmes termes, constitué, pérenne, interopérable, réutilisable. Et ces termes-là, ça vaut aussi effectivement pour le référencement des productions, exactement de la même manière, grâce à l'ajout de métadonnées riches et normées. Donc ça fait aussi partie, ces 20 dernières années, vraiment de la convergence numérique, qui devient vraiment l'enrichissement des métadonnées devient un enjeu majeur, par exemple avec la norme ONIX, qui propose donc un format XML qui permet l'échange de données informatisées entre bibliothèques, entre éditeurs, entre diffuseurs, entre libraires, et qui va du coup favoriser la promotion et la visibilité des productions. Donc ça c'est un enjeu, j'allais dire, majeur. L'autre enjeu majeur, évidemment, qui est complètement lié, c'est le référencement, notamment pour les revues, mais aussi pour les monographies. Le référencement qui est pour accroître la notoriété, améliorer la diffusion et l'accessibilité des articles et des revues. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à donner la plus grande visibilité grâce à des métadonnées enrichies. Voilà. Et pour Percé, est-ce que cette question a un sens? Ou est-ce que Percé est finalement né dans le numérique? Il n'y a pas de transition numérique pour Percé, nous sommes nés après. Natif. XML-TUI, c'est notre langue maternelle en fait. Tu peux dire en 2 mots ce que c'est pour les Béotiens? C'est un schéma XML qui permet d'encoder, de structurer en fait des fichiers de texte. Voilà. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que Percé reflète la transition numérique qui a touché l'édition et qui a touché les bibliothèques et qui a touché la recherche. Donc la transition numérique, elle a quand même un sens pour nous, mais en quelque sorte, nous en héritons. Percé, depuis l'origine, essaye de numériser en s'inscrivant dans une convergence avec l'édition numérique. C'est-à-dire que nous numérisons dans des formats structurés pour permettre que les archives rétrospectives des collections de revues soient exposées sur le web dans les mêmes formats et en pleine continuité avec la partie courante qui est édité nativement au format numérique. Donc ça, c'est un objectif de Percé, d'être capable de proposer la même structuration que la partie qui est éditée directement de façon numérique. Donc faire converger numérisation et édition. C'est aussi le fait que nous nous inscrivions justement dans cette offre documentaire renouvelée des bibliothèques. Donc vous avez employé les termes de référencement, de diffusion. Il importe pour Percé que ces productions puissent, abonder l'offre documentaire des bibliothèques. Évidemment, Percé sur le web, je dirais, dans le grand bain du web, mais la diffusion par les catalogues de bibliothèques ou par les portails documentaires de bibliothèques, c'est pour nous un outil privilégié. Et puis évidemment, Percé hérite ou reflète, je dirais, cette évolution des usages dans la recherche dont on a parlé déjà plusieurs fois, à savoir cette émergence des humanités numériques qui fait que c'est une nouvelle appropriation, une nouvelle utilisation des contenus que nous créons
à laquelle nous avons l'ambition de répondre. Mais il y a un dernier point, c'est que il me semble que quand on parle de transition numérique, on parle aussi d'évolution des métiers. Pas simplement des activités, mais aussi des métiers. Alors, de la même façon, ça n'a pas beaucoup de sens pour Percé de parler d'évolution des métiers, mais il me semble que l'équipe de Percé reflète une configuration qui est le propre de ce tournant numérique de la recherche, qui est de conjuguer des expertises très différentes. Alors à Percé, des expertises documentaires et des expertises informatiques, et de ne pas pouvoir concevoir son activité indépendamment de ces deux branches qui travaillent de façon très étroitement liée. Et il me semble que alors, il faudrait presque parler plutôt de trois régimes de compétences. Les compétences scientifiques, compétences documentaires et compétences informatiques se retrouvent aujourd'hui toujours les trois présentes et conjuguées dans les projets de recherche qui tournent autour des questions d'humanité numérique. D'une façon beaucoup plus étroite, je pense, que ça n'a pu l'être dans une ère antérieure. À l'ENS Éditions, tous les livres sont publiés numériquement maintenant? Oui. Depuis quand? Ça fait depuis une dizaine d'années, je dirais un peu plus d'une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on a mis au point cette chaîne d'édition structurée multisupport qui permet, du coup, grâce au langage XML, de structurer finement les textes. Et oui, je dirais qu'on publie de manière simultanée papier et numérique depuis une dizaine d'années, même si au départ les fichiers étaient vraiment, les fichiers XML étaient destinés vraiment à un archivage pérenne. En revanche, l'édition, je refais le pont parce que je pense que c'est bien plus antérieur finalement à 10 ans. En fait, depuis 10 ans, on est dans une publication, je dirais, systématique. En revanche, l'édition en ligne, on a commencé à en parler, notamment pour les revues, je dirais, dans les années 2002-2004, je pense, les premières revues en ligne sur revue.org, c'est encore plus antérieur. Mais la structuration des textes systématiques et la notion la notion d'édition multisupport, c'est depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Oui, Clément. Oui, pour compléter ce que viennent de dire mes deux collègues, il y a un enjeu de compétences, mais il y a aussi un enjeu de budget, un enjeu de coût. La transition numérique, ce n'est pas quelque chose de gratuit qui advient par l'opération du Saint-Esprit. Ça a un coût quand même assez élevé. La documentation électronique venant des éditeurs, de grands éditeurs, de grands groupes, etc., ce ne sont pas des bons samaritains qui viennent nous offrir gratuitement la documentation électronique. Donc ça nécessite un certain nombre d'arbitrages et souvent on ne sacrifie pas intégralement une offre documentaire papier au bénéfice exclusif d'une documentation électronique. Donc ça implique de définir très finement en bibliothèque ce que doit être une offre documentaire. Et donc on reboucle avec les usages et les besoins des communautés de chercheurs. Dans certaines disciplines ou quand on est plutôt en licence ou plutôt en doctorat, etc., on n'a pas nécessairement les mêmes besoins. Et donc, pas nécessairement les mêmes nécessités documentaires. Et donc, les bibliothèques doivent tenir compte de cette pluralité et puis doivent adapter une granularité de l'offre documentaire en fonction des ressources humaines, mais aussi en fonction des ressources budgétaires disponibles. Voilà, je tiens à dire que c'est un sujet extrêmement important, voire clivant pour les bibliothèques, parce que ça passe par beaucoup de négociations auprès des éditeurs, à travers le consortium Couperin, etc. Et c'est un sujet de préoccupation, je ne parlerai pas d'inquiétude. La transition numérique est appelée à se poursuivre, à se renforcer, évidemment. Mais à quel coût? Effectivement, derrière le clic, on oublie les serveurs derrière, les accords. Une question quand même que je voulais poser à Gabriel. Peut-être donner un ordre de grandeur du nombre de connexions Internet sur le site Percé, notamment pendant le confinement l'année dernière. Alors pendant le confinement, je ne saurais pas dire exactement. Il est vrai que nos connexions se sont envolées à ce moment-là. L'année précédente, on était sur 90 millions annuels de visites du site. Donc un peu plus encore en 2020.
ce qui effectivement a un impact, un impact en termes de volume de l'infrastructure à prévoir derrière pour supporter non seulement la production qui est la nôtre, mais supporter aussi les consultations que nous recevons. Très bien. Alors, un autre point que je voulais aborder, c'était la question des sciences ouvertes, qui est évidemment très importante. Alors, je ne sais pas si Isabelle veut commencer sur cette Oui, question. je peux dire rapidement quelques mots, puisqu'il est quand même au cœur, et c'est un enjeu majeur, avec l'émergence de nouveaux modèles économiques permettant de mettre rapidement à disposition les lecteurs, les contenus et les résultats de la recherche sous une forme validée scientifiquement. Donc je dirais que c'est au cœur de nos préoccupations. Pour ce qui est des éditions, donc nous sommes pleinement engagés dans l'accès ouvert depuis de longues années, avec une offre numérique dans tous les formats, PDF, EPUB, HTML, qui sont accessibles dans le monde entier, sur des portails dédiés à la diffusion de ressources électroniques, des portails reconnus pour leur excellence évidemment dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc, je les ai cités tout à l'heure, mais je peux les redire: Open Edition Journal, Cairn, Persée et Gistor. Nous avons fait le choix de mettre en œuvre des modèles de diffusion qui articulent à la fois des versions numériques en libre accès associées à des formats payants, dans une logique de complémentarité que l'on espère vertueuse. C'est vrai que pour nous, la question de l'accès libre, de l'accès ouvert, je préfère dire plutôt, reste étroitement liée en tout cas à la question du modèle économique, de son financement. Tout l'enjeu est vraiment dans la recherche de modèles vertueux. Et voilà, c'est vraiment cette question d'équilibre qui fait partie des enjeux, je dirais, et des réflexions qui sont à conduire ces prochaines. C'est à la fois d'actualité et à conduire ces prochaines années, c'est-à-dire qui doit assumer le coût de la gratuité. Donc a priori pas le lecteur, si possible pas l'auteur, mais du coup. Qui En revanche, ce qu'on peut dire peut-être rapidement. On va pas répondre à la question, je crains la question. Puis en plus, c'est très schématiquement dit. Mais je pense que pour que l'accès ouvert devienne une norme, il faut vraiment que tous les acteurs s'en emparent, agissent à leur niveau, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, mais ça c'est peut-être une évidence à dire, mais un alignement des démarches et des initiatives à tous les échelons. Aussi bien au niveau politique, institutionnel, qu'au niveau des acteurs et des chercheurs. Et je pense que c'est ce qu'on s'emploie aussi à faire ensemble avec mes collègues. Donc c'est un sujet, la science ouverte, qui est très important aussi pour la bibliothèque. On en a parlé régulièrement ensemble. Et oui. Le futur, les mois qui arrivent, ça va être un petit peu près la même chose, voire amplifié, j'espère. Donc quel est ton point de vue, Clément ? On voit là les effets de la loi pour une république numérique qui a été promulguée à la fin de l'année 2016, qui a pour objet de favoriser une politique d'ouverture des données et des connaissances. Les bibliothèques et le monde académique plus largement sont surtout concernés par le premier axe de cette loi, à savoir la circulation des données et des savoirs, et qui s'inscrit dans ce mouvement plus ample qu'aujourd'hui on appelle science ouverte. Les bibliothèques sont concernées, très concernées, puisque, comme je le disais, avec l'hybridation de l'offre documentaire, aujourd'hui, on a des résultats de la recherche disponibles sur des plateformes d'archives ouvertes, comme HAL, Arxiv, sur des bouquets en open access, Open Edition, Cairn, etc., des portails ou des entrepôts de données issus de numérisation comme Persée, et le rôle, je vais le dire de façon très positive, le rôle des bibliothèques dans cette économie de la recherche se trouve renforcé. Je dirais qu'on a 3 axes de travail en bibliothèque autour de ces questions aujourd'hui. On a d'abord un axe de formation. Comment accompagner et soutenir les chercheurs et les enseignants-chercheurs dans cette démarche, qui est aussi une démarche un peu proactive. Il y a les questions, par exemple, d'identifiants de chercheurs. Un chercheur peut avoir un identifiant
sur IDREF, donc, qui est le référentiel des autorités de l'enseignement supérieur, un autre sur ORCID, un autre sur HAL. Et donc l'idée, ça va être de former, de proposer des formations aux chercheurs pour qu'ils procèdent aux alignements de leurs identifiants de chercheurs, pour que sous la même autorité, sous le même nom de chercheur, on ait l'intégralité des publications du dit chercheur. Ça peut être aussi de l'aide au dépôt dans une archive ouverte. Un deuxième axe s'inscrirait pour moi dans une démarche d'évaluation. Alors je parlais du coût, et sans aucun esprit de provocation tout à l'heure, parce que c'est vraiment une réalité qu'on vit aujourd'hui. L'open access, Isabelle le disait à l'instant, mais c'est pas forcément quelque chose de gratuit. Voilà, certains éditeurs font payer des APC. Alors je vais quand même le décliner. Access Processing Charges, donc le temps passé à mettre en format numérique interopérable, etc. Bon, ben, ça a un coût, et un coût que certains éditeurs font supporter, non pas aux personnes, mais aux institutions, ou à défaut aux laboratoires relevant de ces institutions. Et donc le rôle des bibliothèques au sein de la même institution va être de mettre en regard le coût de ces APC et le coût de l'abonnement à de la documentation électronique, pour voir si finalement on ne paie pas plusieurs fois l'accès à la même information. Ça me semble important. Voilà. Et enfin, le troisième axe de travail sur ces questions de sciences ouvertes concerne les référentiels, les identifiants, les autorités. Il s'agit là encore de faire converger, de relier entre elles les données. J'en parlais pour les identifiants de chercheurs. Et c'est aussi tout le sens du travail que la Bibliothèque d'Hydro de Lyon mène en ce moment avec nos collègues de NS Éditions, qui voient ces publications diffusées sur différents canaux, différentes plateformes, et comment relier finalement ces différentes informations, ces différentes autorités. Bon, il se trouve qu'existe IDREF, qui est on va dire aujourd'hui, ce référentiel pivot de l'enseignement supérieur et de la recherche, où en faisant une recherche par autorité, ce qu'on appelle autorité en bibliothèque, c'est la manière normée de décrire par exemple un nom d'auteur ou un nom de site archéologique. On en parlait tout à l'heure pour le projet autour des écoles françaises à l'étranger. Et comment est-ce qu'on peut, à travers ce point d'accès normé, rassembler toutes les publications autour d'un même auteur, autour d'un même sujet, etc. Et c'est ce qu'on vient de faire, ce qu'on est en train de faire, c'est pas fini, ce qu'on est en train de faire autour des publications de NS Éditions à travers IDREF, pour que, en fait, il s'agit d'harmoniser et d'aligner toutes les autorités identifiant des contributeurs au catalogue de NS Éditions. Donc on travaille ensemble sur ces questions. Très bien. Gabriel, pour percer, est-ce que tu veux rajouter des choses ou Oui, enfin, on a dit, je pense, les grandes dimensions de ce mouvement de sciences ouvertes dans lequel nous sommes présents. Il y a cette idée de libre diffusion, et je pense que pour percer, c'est important de faire valoir en quelque sorte que ces enjeux, alors il y a des enjeux très brûlants autour, on vient d'en parler à plusieurs reprises, de la question économique de la publication scientifique courante, mais il y a aussi ce dont on a parlé également, le coût de la mise à disposition de publications antérieures, voilà, qui est un autre défi, je pense, pour la science ouverte, hein, de mise à disposition des matériaux de la recherche et des collections rétrospectives. Donc ça, c'est évidemment un mouvement qui est celui dans lequel s'inscrit Percé depuis son origine, hein, bien avant la formulation d'un plan pour la science ouverte, avec l'idée de rendre ces publications accessibles non seulement évidemment aux communautés de recherche, mais aussi d'aller vers un public beaucoup plus large. On parlait tout à l'heure du nombre de connexions que reçoit le portail Percé. Ces connexions, elles reflètent évidemment aussi que Percé est une ressource bien au-delà d'un public de chercheurs, mais une ressource qui alimente du coup voilà, la réflexion éventuellement de tout un chacun.
en France et puis à l'étranger, hein, puisque les connexions sont pratiquement à égalité partagées entre la France, alors que Percé est un portail avec une majorité de ressources francophones, et puis le reste du monde. Donc ça, c'est cet objectif d'ouverture large et de diffusion, non seulement pour l'ensemble de la recherche, mais pour la société. Et puis on l'a dit, cette diffusion, elle repose nécessairement sur de la normalisation, de la standardisation, de l'interopérabilité, et avec une ambition de durabilité des investissements qui sont faits en fait dans la science ouverte, en faisant en sorte que ce qui est produit selon ces normes et selon ces standards puisse être réutilisé et puisse presque survivre aux institutions qui les portent. Voilà. Il me semble qu'on revient à cette idée de données, avec l'idée qu'on constitue des matériaux qui vont pouvoir être repris dans un autre environnement institutionnel, un autre environnement technologique, un autre environnement scientifique, et que c'est une façon de garantir les investissements qu'on fait dans toute la production de ces données numériques. Très bien, très bien. Alors, il y a un point que je voudrais aborder, c'est en fait les 20 ans des lettres et sciences humaines de l'école normale, et demain. Quand on a 20 ans, on ne regarde pas trop derrière, on regarde devant. Donc, est-ce qu'il y a un futur à toutes vos activités? Est-ce qu'il y aura des bibliothèques dans 20 ans, Clément? J'espère bien, mais j'en suis absolument convaincu. Je me souviens que dans les années 80, on avait ce projet extraordinaire de très grande bibliothèque numérique qui est devenue la Bibliothèque nationale de France, le site François Mitterrand, sur le site Tolbiac, où on tablait sur une disparition du papier. Ça n'est pas le cas, le papier n'a pas disparu, et disons que ça va être asymptotique. On va tendre vers toujours plus de numérique, mais le numérique ne supplantera pas définitivement le papier. Voilà, je pense que l'hybridation, on va dire, des collections, l'hybridation aussi des services. Oui, alors sur l'avenir des bibliothèques, je reviens à ce qui s'est passé quand même l'année dernière et encore ces derniers temps avec les confinements successifs. On a aussi noté à la bibliothèque d'Hydro de Lyon une explosion des connexions à distance et consultation des bases de données auxquelles nous sommes abonnés. Ça, c'est une réalité et on peut se réjouir du coup que cette offre ait été utile dans ces périodes extrêmement difficiles. Dans le même temps, le besoin d'un espace physique, de rencontres, de convivialité, où se matérialise aussi la vie intellectuelle, la vie scientifique, sur des relations humaines. Voilà, une bibliothèque, je vais le dire comme ça, une bibliothèque c'est un peu plus qu'une bibliothèque. Et je crois que l'avenir des équipements documentaires passe aussi par cela. Des collections, des services, notamment numériques bien évidemment, mais ce petit plus d'âme. Isabelle, est-ce qu'on va toucher des livres dans 20 ans? Oui. Moi, j'aime bien toucher les livres. Est-ce que les jeunes générations ont toujours ce plaisir-là? Oui, je pense qu'on les touchera encore. Les livres neufs, hein, je veux dire. Oui, mais je pense qu'effectivement, comme on vient de le dire, le papier le papier sera là, mais de manière décentrée, je dirais, et faisant partie d'un écosystème plus large, donc qui va. Je pense que ce qu'on peut espérer aussi, c'est de voir émerger de nouvelles manières justement d'écrire, de publier, de diffuser dans un écosystème plus mobile, en faisant davantage d'articulation. Et voilà, oui, bien sûr, il y a des modèles éditoriaux à construire et à imaginer. Côté numérique, on ne s'inquiète pas, il y aura toujours du numérique dans 20 ans, on imagine ça de manière naturelle. En revanche, quels sont les développements les plus futuristes que la directrice de Percé imagine ou rêve, ou dont elle rêve? On rêve bien de pouvoir automatiser beaucoup d'opérations de structuration des contenus numériques que nous produisons. Voilà, pour une part, ces choses commencent à exister, mais on imagine qu'elles vont pouvoir être développées. Moi, quand je pense à dans 20 ans, j'ai envie de dire que on voit bien que cohabiterait le livre et le numérique encore dans 20 ans, mais je pense que dans 20 ans, cohabiteront aussi le numérique et le numérique. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on a eu l'impression, peut-être à un moment, qu'il y avait le papier, on allait numériser, puis on atteindrait un moment où le papier était numérisé, ce serait bien, ce serait fait. Et je pense que on s'aperçoit déjà, en tout cas à Percé, on s'aperçoit dans l'activité qui est la nôtre, qu'il y a des choses qui ont été numérisées, il faudrait les numériser encore.
ou alors il faudrait en reprendre le traitement précisément grâce à des développements technologiques qui aujourd'hui nous ouvrent des possibilités qu'on n'avait peut-être pas il y a 10 ans. Donc il y a cette idée que c'est un travail qui ne s'achève pas et qui demande de revenir justement à cette source, alors soit à la source du papier, soit à la source des premiers fichiers numériques produits et qui ensuite vivent une vie à travers des traitements, des outils qui vont pouvoir les enrichir, les modifier, etc., etc. Donc j'ai l'impression qu'on va construire peut-être comme une sorte de millefeuille, voilà, un millefeuille avec une strate d'imprimé, et puis une strate de numérique, et puis d'autres strates de numérique et qui vont venir s'ajouter. Alors, on est dans une école, donc la question de formation est très importante. Donc on forme énormément de chercheurs, dont vous disiez, Clément l'a dit plusieurs fois, au service, vos 3 structures sont au service des chercheurs notamment, mais on pourrait aussi inverser la question, quelles sont les bonnes filières de formation pour exercer vos métiers, ou les métiers qui sont dans vos structures? Qu'est-ce que vous recommanderiez? Donc, la question est libre, celui ou celle qui veut... C'est vrai que ces dernières années, on a vu se développer des masters, notamment d'édition numérique et papier, qui forment à la chaîne structurée, voilà, comme le master de Caen. On a beaucoup de nos collègues qui sont issus de cette excellente formation, mais il y en a d'autres. Je dirais que c'est des formations qui allient à la fois les techniques et puis aussi l'ensemble des différents métiers et qui vraiment mettent au cœur le travail, comme je le disais au tout début, qui mettent au cœur du métier le travail sur les textes et le travail éditorial. Je pense que c'est très important. Donc, côté bibliothèque, entendons-nous bien, il y a bibliothèque et bibliothèque. Donc des formations, on va dire, plus patrimoniales existent, l'école des Chartes par exemple. Et après, effectivement, se développent aussi des masters, plus en sciences de l'information, on va dire ça, ou sur les documents numériques, en bibliothèque. Voilà, je vois les masters qui se sont mis en place ces dernières années, par exemple à l'ENSIB, à Lyon, sur ces questions. Oui, mais il est clair que l'ENSIB forme en grande partie aux problématiques qui sont les nôtres. Je le disais tout à l'heure, à Percé, il y a différents corps de métiers qui sont représentés, donc différentes formations. Nous avons aussi des informaticiens qui ont une formation au départ en informatique, et que il y a cette question de formation initiale, et puis il y a aussi l'appétence pour justement aller exercer un métier qui est à l'interface entre différentes compétences, donc des informaticiens qui s'ouvrent au monde de la documentation, et inversement, des gens qui ont un trajet documentaire en général, éventuellement via l'ENSIB, mais qui s'ouvrent à des questions d'informatique. Alors une autre question qui était un petit peu abordée, touchée par les uns et les autres tout au long de l'entretien, c'est le choix des livres qu'on va publier, par rapport à ce qu'on va publier, le choix des livres qu'on va mettre sur les étagères et ceux qui seront derrière dans les salles, ou les choix qu'on va numériser. Alors comment vous procédez pour arriver à ce choix qui doit être difficile? Celui qui veut commencer Je veux bien commencer pour les bibliothèques, mais il nous faudrait de nombreuses heures, cher Thierry, pour donner une réponse satisfaisante à cette question en bibliothèque, puisqu'il s'agit de politique documentaire. Choisir, par définition, c'est éliminer. Ou en tout cas, ce qu'on met en libre accès, ou plus exactement, ce qu'on met en magasin, c'est ce qu'on ne met pas en libre accès. Il faut toujours entendre les choses en creux. Donc, ça passe d'abord par une démarche d'évaluation des besoins des lecteurs, des enquêtes de satisfaction des lecteurs, des enquêtes aussi sur les usages des lecteurs, typiquement sur les prêts des collections, pour voir si tel segment documentaire est plus consulté et plus emprunté que tel autre. Par exemple, en littérature, on va se poser la question, en littératures étrangères, mettons en libre accès plutôt des ouvrages en langue originale ou plutôt en traduction? Bon, ben ça, c'est vraiment l'étude des pratiques et des usages qui nous permet
de répondre à ce type de questions. Mais après, sur la relation entre le libre accès et les magasins, je refuse à opérer une dichotomie entre les deux, puisque les magasins ne forment pas, ça n'est pas le dépotoir, hein, ça n'est pas du tout le cimetière de livres qu'on cacherait aux yeux des lecteurs. Il y a un continuum qui existe entre les collections, qu'elles soient en libre accès ou en magasin. C'est un ensemble, il y a une économie générale en fait de l'offre documentaire, à laquelle on ajoute aussi bien sûr aujourd'hui la documentation électronique. Voilà. Pour percer, qu'est-ce que... Il y a toute une gamme de champs à prendre en considération quand on a un projet de numérisation. Il y a d'abord des questions techniques. En fait, il y a des revues qui se laissent mieux numériser que d'autres en fonction de leur état, de la nature du papier, de la qualité de l'impression, de la disponibilité d'une collection qu'on puisse massicoter, par exemple. Il y a aussi des questions juridiques, puisqu'il faut pour pouvoir les diffuser au format numérique, soit qu'elles soient libres de droit, soit avoir collecté les droits. Donc ça aussi, c'est une barrière. Mais la première étape est celle de la pertinence scientifique. Ça, c'est la première question, en fait. Qui fait le choix? Peut-être tu peux donner des éléments. Oui, alors on a une grille d'appréciation. En fonction alors de l'histoire de la revue, de la structuration de son fonctionnement, de son référencement dans un certain nombre de bases, dont l'une qui nous sert, qui est Journal Base, qui permet de synthétiser la présence de cette revue dans les corpus de revues qui servent à l'évaluation de la recherche. Et puis, il y a aussi une mesure par le jeu des citations, de la façon dont cette revue est pertinente par rapport au corpus déjà présent sur Percé. Et puis, dans la collaboration qui se renforce entre Percé et les bibliothèques, il y a justement une voie de sélection supplémentaire qui est que cette revue figure dans le corpus de ce qu'on appelle les plans de conservation partagés thématiques, c'est-à-dire pour une discipline donnée, des bibliothèques qui ont des collections importantes dans cette discipline se sont mises en réseau pour choisir ensemble le corpus des titres fondamentaux qu'elles conservent dans cette discipline et en faire un corpus dont la conservation doit être pensée collectivement et à laquelle nous adjoignons en quelque sorte cet objectif de numérisation. Donc on se fonde sur cette sélection-là, sur le fait qu'elle est aussi faite en lien avec des enseignants-chercheurs qui peuvent valider les priorités de numérisation que nous mettons en œuvre. Voilà, donc c'est toute cette gamme de questions que nous balayons pour sélection. Et pour les éditions, je crois qu'il y a un bureau éditorial. Il y a un bureau éditorial. Est-ce que c'est comme à la bibliothèque voilà, il y a une sélection difficile, mais est-ce que le but c'est qu'il y ait beaucoup de lecteurs ou est-ce qu'on on choisit des livres certains parce qu'il doit y avoir beaucoup de lecteurs, d'autres parce que oui, c'est-à-dire qu'il y a un examen systématique des projets et c'est-à-dire qu'un livre, enfin voilà, même un bon projet ne fait pas forcément un bon livre, hein, donc il faut juger de l'opportunité éditoriale et scientifique d'en faire un livre, de voir aussi si l'auteur a le potentiel aussi, a la potentialité en tout cas que le livre soit repris, puisse trouver son public aussi, ça c'est important, hein, surtout quand on sait que les thèses peuvent être très facilement accessibles maintenant, donc là il y a un enjeu effectivement de sélection qui est très important et c'est ce qui fait aussi une bonne politique éditoriale, c'est la sélection. Une dernière petite question, si on m'autorise, mais je vais prendre la liberté. Donc j'aimerais que chacun d'entre vous donne une acquisition ou une publication ou une numérisation récente de votre structure que vous voudriez inviter les lecteurs à acheter, consulter, lire sur... Alors oui, moi je conseillerais le numéro sur Tracé, justement sur les données. C'est sur les données de la recherche, ça peut être tout à fait en lien avec aussi nos... Alors moi je ne vais pas parler de numérique, j'en suis confus. Non, pas forcément numérique. Voilà, nous avons reçu en don il y a 2 jours un ensemble tout à fait exceptionnel de 6000 volumes de l'éditeur Belin, notamment de manuels scolaires, et qui font bien plus que compléter nos collections en éducation. C'est un ensemble vraiment superbe et qui
bien voilà, qui appellera, je l'espère, de nombreux travaux. De vieux livres. Parce que Plutôt entre fin 18e et première moitié du 20e siècle, essentiellement. Gabriel? Cette question m'embarrasse. Parce que oui, non mais c'est éliminé, on l'a dit tout à l'heure, mais le but du jeu, c'est pas forcément de faire plaisir. C'est d'attirer un lecteur qui n'est jamais allé sur le site de Percé et d'aller voir une pépite. Il y en a d'autres. Oui, alors pour ma part, je vais dire une que j'ai balayée récemment quand je regardais un peu les collections de Percé, qui a été mise en ligne il y a déjà quelques mois, mais qui est la revue de psychoanalyse, de schizoanalyse, pardon. Voilà, et qui est une revue tout à fait étonnante que je vous invite en effet à aller découvrir. Merci beaucoup, merci Gabriel Richard, merci Clément Pierre, merci Isabelle Boutou. Donc je vous donne rendez-vous dans 3 semaines, le 1er juillet, il y aura la dernière conférence du cycle avec 4 invités qui parleront du futur des lettres et sciences humaines. Donc vous accueillerez Maïs Blandenay, Delphine-Antoine Mahut, Laurent Simula et Pablo Jensen autour d'une table ronde qui sera peut-être un petit peu carrée comme aujourd'hui, mais en tout cas qui sera très animée. Merci beaucoup et puis bonne journée à tous.